Bonjour et bienvenue, comme Guy le mentionnait, à cette présentation sur la gestion des données de la recherche à l'échelle québécoise. Comme Guy le mentionnait, je suis spécialiste en ressources documentaires, spécifiquement pour la gestion des données de la recherche, qui est un phénomène quand même assez récent. En fait, on en entend parler depuis quelques années déjà, mais c'est vraiment récemment là, que ça s'est mis en branle et qu'il va y avoir là, des politiques plus axées sur ça qui vont sortir prochainement. Je travaille comme bibliothécaire ici et je fais également partie d'un groupe de travail sur les métadonnées pour le réseau Portage et je vais vous en parler plus tard de ce que c'est le réseau Portage. Donc, le plan de la présentation, on ne peut pas parler de gestion de données de recherche sans parler du cycle de vie des données de la recherche. On ne s'en sort pas. Je vais vous parler de la politique des 3 organismes et je vais terminer avec un sondage qui a été fait en sol québécois sur la gestion des données de la recherche. Ce n'est pas un sondage qui a été fait ici, à l'Université Laval. Le sondage a été fait à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. On est en train de développer notre propre sondage ici à l'Université Laval. Et ce sondage-là, on va vous le faire parvenir bientôt. Donc, quelques acronymes, parce que la gestion des données de recherche, c'est aussi ça. Donc, quand je vais dire GDR, c'est gestion des données de la recherche. On utilise aussi souvent les acronymes en anglais, donc DRM, mais là, pour aujourd'hui, je vais essayer d'y aller en français. Le PGD, le plan de gestion de données. Le BCI, qui est le Bureau de coopération interuniversitaire. ABRC, ou CARL, qui est l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. l'OCUL, qui est Ontario Council of University Library, qui est en fait un petit peu l'équivalent du BCI en Ontario. Et DRC, RDC, Données de recherche Canada, Research Data Canada, c'est quelques-uns des acronymes qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, le cycle de vie des données de la recherche, ça commence avec la planification. Donc, déjà, dès le départ à la planification d'un projet de recherche, le PGD apparaît, le plan de gestion de des données. En fait, le plan de gestion des données, on va le voir tantôt, il va falloir qu'il accompagne, selon la nouvelle politique, il va falloir qu'il accompagne la demande de subvention. Donc, le plan de gestion de la donnée, c'est très tôt dans le projet qu'on en fait mention. Ensuite, on a la création, le traitement, l'analyse et la conservation des données. Donc, c'est là où on fait la cueillette de nos données, on les traite, on les analyse, on tire des conclusions de ces données-là. Et vient ensuite le partage. Donc, c'est là où la bibliothèque intervient une deuxième fois au niveau du dépôt des données. On a aussi la réutilisation. Donc, ça a l'air d'un processus très linéaire, mais en réalité, c'est comme une roue qui tourne. Parce que au niveau de la planification, on a souvent une réutilisation des données déjà existantes. Donc, souvent, les projets de recherche vont faire appel à des données qui existent déjà. Donc, ce n'est pas linéaire comme processus, c'est vraiment une roue qui tourne. Politique des 3 organismes sur la gestion des données de la recherche. C'est une politique fédérale. Donc, même si je veux vous parler de ce qui se passe au Québec, on n'a pas le choix de parler de la politique fédérale. Donc, c'est la politique des 3 conseils sur la GDR qui inclut le Conseil des recherches en sciences humaines, les IRSC et le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada. Donc, ce sont les 3 conseils
qui se sont réunis et qui ont collaboré pour écrire cette politique-là. Quand? Donc, l'ébauche de la politique est sortie en mai 2018. Je vous ai mis le site web si vous voulez consulter cette ébauche-là. La date limite pour soumettre les commentaires sur l'ébauche, c'était septembre 2018. Donc, l'Université Laval, tout comme plusieurs autres institutions, ont fait des commentaires sur cette ébauche-là dans le but d'en venir à une politique finale. On espérait que la politique fédérale sortirait quand même assez rapidement. Par contre, ça n'a pas été le cas. Et là, ben, c'est une politique fédérale, il y a des élections qui s'en viennent. Donc, la date de publication qui est prévue pour la politique, on parle de fin 2019, début 2020. Pourquoi on veut une politique sur la gestion des données de la recherche? Je ne vais pas tout lire ça. Ça fait partie, ça a été pris directement dans l'ébauche, vous pourrez aller la lire. Mais je voulais souligner que c'est principalement pour que les résultats de la recherche soient aussi accessibles que possible. Et parce qu'elles appartiennent dans toute la mesure du possible au domaine public et qu'elles peuvent être réutilisées par d'autres personnes. Donc, c'est le point majeur là, qui fait qu'on va sortir cette politique-là. Que les résultats de la recherche soient aussi accessibles que possible, ça ne signifie pas jamais que toutes les données doivent être déposées dans un dépôt de données sans aucune restriction d'accès. Donc, ce qu'on entend, les craintes qu'on entend beaucoup alentour de nous, c'est « oui, mais moi, mes données sont sensibles. Oui, mais moi, mes données, j'ai un contrat qui est signé avec un partenaire. » Donc, la politique ne prévoit pas qu'à partir du 1er janvier, on va déposer toutes nos données de recherche. Donc, il y a des exceptions. Il se peut que vos données de recherche ne peuvent pas être déposées ou qu'il doivent y avoir un accès contrôlé. Donc, c'est le cas des données sensibles où il va y avoir des données nominatives sur des personnes, donc le nom, l'âge, etc. Ou des données qui vont avoir été obtenues dans le cadre d'un partenariat avec un organisme privé. Donc, s'il y a un contrat qui est signé avec un organisme et que le contrat ne prévoit pas que les données soient mises dans un dépôt public, c'est sûr qu'il va y avoir, des choses à faire avant de déposer nos données dans un dépôt qui est en accès libre. La politique des 3 organismes, comment on va la mettre en place? Il y a 3 piliers dans la politique des 3 organismes. Le premier, c'est la stratégie institutionnelle. Donc, l'Université Laval va se doter d'une stratégie qui va être propre à l'établissement. Le deuxième pilier, ce sont les plans de gestion des données. En ce qui concerne les plans de gestion des données, c'est pour le chercheur. Nous, on va être là en soutien, mais c'est le chercheur qui en a la responsabilité. Et le dépôt des données. Donc, encore une fois, c'est le chercheur qui va en avoir la responsabilité avec un support de la bibliothèque. Donc, le premier pilier, la stratégie institutionnelle. La stratégie institutionnelle mentionne en fait, la politique mentionne que notre stratégie institutionnelle doit avoir une partie sensibilisation pour changer les perceptions que les chercheurs ont à l'égard du partage des données de la recherche. Parce qu'on le sait, les chercheurs ont souvent tendance à vouloir s'approprier les données et il va falloir changer les mentalités au niveau du partage.
Ça comprend également une évaluation de préparation institutionnelle. Donc, on va évaluer, nous, ici, à l'Université Laval, à quel point on est prêt, quels sont les gaps, quelles sont nos forces, quelles sont nos lacunes à ce niveau-là. Il doit y avoir une partie qui formalise les pratiques en gestion de données de recherche. Donc, il faut vraiment, il va falloir être clair dans notre stratégie sur quels sont les services qu'on va offrir, de quelle façon on va mettre en place des processus de vérification pour s'assurer que les données se retrouvent dans des dépôts de données. Et définir une feuille de route. Donc, c'est pas tout de dire qu'est-ce qu'on va mettre en place, mais il va falloir aussi mentionner dans notre stratégie institutionnelle, il va falloir donner des échéanciers qu'on va vouloir réalistes pour la réalisation de la GDR, de la gestion des données de la recherche. Donc, au niveau de la stratégie institutionnelle, donc, on dit décrira la façon dont l'établissement fournira à ses chercheurs un environnement qui permet et appuie des pratiques de calibre mondial pour la gestion des données de recherche. Donc, pour ce faire, il y a eu la création d'un comité institutionnel qu'on appelle CIGDR, qui est composé de 11 membres, dont M. Desnoyers, qui est adjoint à la vice-rectrice au Bureau de la recherche et de la création. Il y a des gens de la DTI, il y a des professeurs, il y a M. Bilodeau qui est là et moi-même. Donc, on est plusieurs personnes à discuter de gestion de données de la recherche, de stratégie, comment on va faire et tout ça. Donc, il y a un comité qui a été mis en place à l'Université Laval. Le deuxième pilier, plan de gestion de des données. Qu'est-ce que dit la politique? C'est que toutes les demandes de subvention soumises aux 3 organismes devraient inclure des méthodologies qui tiennent compte des meilleures pratiques en matière de gestion des données. Et on mentionne que pour certaines occasions de financement, les plans de gestion de données doivent être soumis à l'organisme au moment de la demande. Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt, ça va se faire très tôt au niveau, dans le processus de recherche. Donc, quand le chercheur va demander sa subvention, déjà, il va falloir qu'il réfléchisse à certaines questions au sujet de son projet de recherche. Donc, oui, donc c'est le chercheur Principal Investigator, le chercheur principal à qui ça va incomber, le plan de gestion de données, l'outil qu'on utilise pour répondre aux questions, permet de connecter plusieurs chercheurs sur le même plan de gestion de données. Donc, on peut le compléter à plusieurs. Donc, c'est quand même un outil collaboratif. Donc, quelques questions auxquelles répond le plan de gestion de données. Donc, comment les données vont être recueillies, documentées, formatées, protégées et conservées. Donc, déjà, ces questions-là, il faut se les poser avant même de commencer le projet. Comment vont être utilisés les ensembles de données existants? Donc, si on utilise des données qu'on est allé chercher dans des bases de données, donc des données qui existent déjà, comment on prévoit les combiner avec des nouvelles données qu'on va aller recueillir sur le terrain? Comment les données vont être communiquées? Donc, comment on va faire pour rendre publiques ces données-là et comment? Et où les données vont être déposées. Donc, déjà, ce sont des questions auxquelles le chercheur doit réfléchir au moment de la demande de subvention. Donc, comme je mentionnais, on a un outil qui est sur la plateforme du réseau Portage, qui est un assistant, on l'appelle l'assistant PGD. Donc, c'est un assistant
pour faire des plans de gestion de données. L'Université Laval a son instance qui a été créée sous portage. Donc, il faut vous connecter, il faut vous créer un compte. Ensuite, lorsque vous voulez créer un plan, vous pouvez aller sélectionner Université Laval, mais comme je mentionnais, si on travaille en partenariat avec une autre institution, on peut aller choisir. C'est pas parce qu'on est à l'Université Laval qu'on est obligé de sélectionner l'Université Laval. Donc, on peut aller choisir une autre institution et on peut choisir le gabarit qu'on va utiliser pour répondre aux questions. Oui? Ça doit être l'institution de l'investigateur principal? Oui, ça va être celui de l'investigateur principal, mais si moi, je suis un chercheur qui participe, disons, avec l'Université de Montréal, puis que le chercheur principal est à l'Université de Montréal, si je suis à l'Université Laval, je peux quand même sélectionner l'Université de Montréal pour aller collaborer avec ce chercheur-là. Donc, ça, c'est un service qui est déjà offert par la bibliothèque. On peut déjà vous offrir un accompagnement à ce niveau-là. Mais c'est certain qu'on ne prévoit pas un très fort achalandage avant que la politique là, soit officiellement lancée. Mais si vous avez besoin de faire un plan de gestion de données, on a déjà cet outil-là qui est en place. Le troisième pilier de la politique fédérale, c'est le dépôt de données. Donc, les détenteurs de subventions sont tenus de déposer dans un dépôt numérique reconnu les données de recherche numérique, les métadonnées et les codes qui appuient directement les conclusions de la recherche. Donc, les données de la recherche, on sait c'est quoi. Les métadonnées, ça veut dire que ça va être important quand on va déposer des données d'aller identifier nos variables et les décrire. Donc, il ne suffit pas de déposer un jeu de données avec des chiffres qu'on n'est pas capable d'interpréter. Les métadonnées vont permettre vraiment de qualifier chacune de nos variables, quelle méthode on a utilisée, quelle était notre population cible, quel type de sondage on a utilisé. Donc ça fait toute partie des métadonnées qu'on va pouvoir populer, dans le fond, sur un dépôt de recherche, sur un dépôt de données de recherche tel que celui qu'on va utiliser ici à l'Université Laval. J'attire votre attention sur ce point-là. Donc, les organismes incitent les chercheurs à donner accès aux données pour autant que les exigences éthiques, juridiques et commerciales le permettent et conformément aux normes propres à leur discipline. Ça veut dire que, dans le fond, les chercheurs, oui, ils doivent déposer leurs données de recherche, mais il faut quand même faire attention le chercheur est responsable de s'assurer que ces données, en fait, qu'on respecte le côté éthique, juridique et qu'on respecte les pratiques commerciales. Donc, on ne met pas n'importe quoi dans nos dépôts de données et on ne donne pas entièrement accès s'il ne faut pas le faire. Le dépôt de données ici à l'Université Laval qu'on va pouvoir vous offrir. L'OCUL, qui est le conseil en Ontario, a une plateforme qui s'appelle Scholars Portal, sur laquelle ils ont un Dataverse, qui est un dépôt de données qui a été développé par l'Université d'Harvard et qui est en code source libre. Ce dépôt-là est à l'Université de Toronto, donc la plateforme Scholars Portal est hébergée à l'Université de Toronto. Donc, le BCI a signé une entente avec l'Université de l'Ontario pour que chaque université québécoise puisse avoir son dépôt institutionnel. Donc, l'Université Laval a maintenant son espace sur Scholars Portal pour déposer ses données.
Donc, présentement, en fait, moi, j'ai accès à ce dépôt de données-là. Je suis en train de configurer les droits d'accès, comment on va donner accès aux chercheurs et tout ça, mais c'est Dataverse qu'on a choisi d'utiliser comme plateforme de dépôt de données qu'on va rendre accessible à nos chercheurs. Dataverse, c'est la plateforme. Oui. Scholar Portal. Ben, en fait, Dataverse, c'est un dépôt de données. Scholars Portal, c'est une plateforme qui donne accès à plein d'autres outils. Donc, quand on va sur Scholars Portal, il y a Dataverse, mais il y a aussi d'autres outils pour les bibliothèques de l'Ontario. Nous, on a accès à Dataverse. Donc, en se loguant, en se branchant à la plateforme Scholars Portal, on va sur Dataverse et de là, il y a un bandeau qui défile avec toutes les universités qui ont des ententes et on peut aller dans notre dépôt institutionnel. Dataverse, c'est un dépôt de données de recherche qui est multidisciplinaire. Donc, ce n'est pas ce dépôt-là qui va être le premier recommandé pour le dépôt des données. Donc, les bibliothécaires, nous, on va toujours recommander que vous déposiez vos données dans un dépôt disciplinaire parce que c'est là que les chercheurs vont en premier pour chercher des données. Donc, le mot d'ordre, c'est on dépose premièrement dans un dépôt de données disciplinaire, si on est en génomique ou sur des données climatiques. Il existe déjà une panoplie de dépôts disciplinaires qui sont quand même faciles à trouver sur Internet. Mais on est quand même conscient que ce n'est pas tout le monde qui a des données là, spécifiques à ce point-là. Donc, c'est pour ça qu'on offre un dépôt de données multidisciplinaire qui va servir un petit peu à déposer les données des projets orphelins. Là. On ne sait pas trop où se positionner. On va pouvoir utiliser Dataverse. Donc, ça, c'est notre page pour avoir accès au dépôt de données de Dataverse. Donc, il a déjà été personnalisé. Il nous reste, comme je vous disais, il nous reste à configurer l'environnement pour donner les accès aux chercheurs de l'Université Laval. Ce qui est un petit peu problématique en ce moment avec Dataverse, c'est que même si c'est notre dépôt institutionnel, tout le monde peut déposer dedans. Donc, nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit un dépôt dans lequel seulement les chercheurs et étudiants de l'Université Laval vont pouvoir déposer. Donc, il faut trouver des moyens pour contrôler l'accès à la plateforme. Et tout ça, donc la stratégie institutionnelle, le plan de gestion de données et le dépôt, c'est dans le but de rendre nos données ce qu'on appelle en anglais « fair ». Donc, « findable », donc on peut les trouver. « Accessible », on peut y accéder. « Interoperable », ça veut dire nos données vont pouvoir être lues d'un système à l'autre. Donc, on va éviter le plus possible les formats propriétaires. Et reusable, ça veut dire on peut réutiliser les données. C'est un principe qui est très important au niveau de la GDR, mais je ne vous en parle pas plus que ça parce que je crois qu'il y a un autre présentateur qui va se faire le plaisir de vous expliquer ces principes-là. Donc, je vous ai présenté, dans le fond, l'environnement de la gestion des données de la recherche, comment ça se présente, quelles sont les responsabilités que l'institution va avoir. Étant donné qu'on est dans le cadre de la semaine de la recherche responsable,
je voulais vous montrer les résultats d'un sondage que l'INRS a fait. Et dans le fond, les données que je vais vous montrer ont été utilisées avec le consentement de la bibliothécaire qui a réalisé ce sondage-là. C'est sûr qu'on n'obtiendra peut-être pas les mêmes données ici à l'Université Laval, mais ça nous montre une bonne vue d'ensemble de ce qui se fait au Québec. Donc, on commence avec qu'est-ce que produisent nos professeurs. Donc, 22 vont produire en termes de quantité de données 1 à 10 gigs de données. Donc, c'est quand même pas si mal en fait de capacité de storage, mais il faut quand même penser qu'à partir d'ici, à partir de 1000 gigs, bien là, on a quand même 2, 7 et 4 %. Donc, on dépasse 10 % d'utilisateurs qui ont besoin de plus que 1 téraoctet de capacité de stockage. Donc, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte quand on va vouloir organiser la gestion des données de recherche. Les types de données produites, surtout texte, multimédia, numérique, mais aussi propres à un instrument. Donc, propre à un instrument, le problème que ça va poser, c'est que c'est souvent des fichiers en format propriétaire et qu'il va falloir transformer ces données-là pour les rendre pérennes, pour les rendre accessibles à tout le monde. Parce que si nos données peuvent seulement être lues par un logiciel particulier, même si on les met en libre accès, ben, si personne ne peut les lire, ça n'a pas de but. Où les chercheurs stockent-ils leurs données? Donc, ça, c'est un gros travail qu'il va falloir faire au niveau des institutions. Donc, vous voyez, disques durs externes, c'est quand même beaucoup. Et ces disques durs externes-là, ben, on ne sait pas trop comment, où ils sont, dans quelles conditions ils sont conservés. On a les ordinateurs fixes, ordinateurs portables, clés USB. Donc, des clés USB. Les clés USB, il y en a qui permettent de chiffrer les données, là, mais c'est quand même plus rare. Eux, ils ont un réseau. Et malgré ça, c'est quand même moins de 40 % des gens qui mettent leurs données sur leur serveur. Puis là, ben, on a des copies papier, on a des CD, des DVD et un petit pourcentage dans des dépôts de données externes. Donc, on voit là où il va falloir faire des efforts au niveau des données. Excuse, pour bien comprendre, le sondage s'adressait aux professeurs. Professeurs et donc, il y a des données peut-être de cours et non juste de recherche. Est-ce que cette nuance-là a été faite dans le sondage? Oui. Donc, là, on parle de données de recherche. Oui. Donc, les données, il n'y a pas de données administratives ou de données, il n'y a pas de notes de cours. Non, mais pour donner nos cours, on a beaucoup de données. J'utilise beaucoup de jeux de données pour donner mes cours. Mais là, on parle des jeux de données qui sont associés à des publications, parce que c'est ceux-là qui vont devoir se retrouver en accès sur les dépôts de données. Combien de temps les chercheurs gardent-ils leurs données? C'est quand même bien, parce qu'il y a quand même une grosse majorité qui les garde plus de 10 ans. Il n'y a pas de consensus encore qui a été établi à savoir combien de temps il va falloir qu'on garde les données. Et le temps qu'il va falloir conserver nos données vont beaucoup dépendre du domaine dans lequel on est. Et on ne doit pas garder toutes nos données. Donc, la politique va probablement venir éclairer certains questionnements là-dessus. Et là, bien, pour ceux qui ne peuvent pas lire, jusqu'à ce que les données soient inaccessibles ou perdues, on a quand même un gros pourcentage qui se retrouve
dans cette catégorie-là, malheureusement. Les documente-t-il suffisamment? Donc, documenter ces données, ça veut dire qu'on rend les métadonnées de nos données accessibles, qu'on documente bien, comme je disais tantôt, quelles sont nos variables, la population, ma population cible, le type de sondage, le type d'analyse, le type de régression que j'ai utilisé pour analyser mes données. Donc, on a 43% quand même qui disent oui, mais on a plus que 50% des chercheurs qui disent non ou qui ne savent pas. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine méconnaissance de ce que ça veut dire documenter ces données. Et ça, bien, il va falloir... la bibliothèque va avoir pour rôle d'accompagner les chercheurs à ce niveau-là et d'expliquer qu'est-ce que ça prend comme documentation pour bien expliquer, pour bien documenter nos données et, dans le fond, et utiliser les bons schémas de métadonnées. Et est-ce qu'il documente suffisamment assez pour que quelqu'un puisse reproduire les données? Donc, on va un petit peu plus loin. Est-ce qu'on a documenté? Oui. Est-ce qu'on pourrait reproduire? Bien là, on a un 36% oui, mais on a encore là, un 60% qui est non ou ne sait pas. Donc, c'est important, la reproductibilité. C'est important de pouvoir reproduire les études. Donc, on sait qu'on va avoir à travailler là-dessus. Excusez-moi. Oui. Est-ce que ça veut dire que la forme de carte de droite correspond uniquement aux 43% qui documentaient leur... Bien, c'est pas tellement la même... C'est pas la même question. Ici, c'est comprendre et utiliser. Puis ici, c'est vraiment dans le but de reproduire les méthodes. Donc, ça va plus loin, mais ça inclut sûrement... En fait, c'est le 43% ici tombe à 36% lorsque vient le temps de reproduire. Je ne sais pas si on peut discuter là-dessus, oui. Mais moi, personnellement, je trouve que ces chiffres-là sont surestimés. Parce que, franchement, y a-t-il quelqu'un qui vérifie que quelqu'un d'autre peut utiliser mes données? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui le fasse. Puis on est tous très... Moi, je suis chercheur. Si tu me poses la question, je vais être très optimiste. Parce que... voilà. Juste par rapport à ces chiffres-là. Oui. Bien, en fait, ces chiffres-là sont utilisés surtout pour nous, pour savoir quel genre de support on va devoir offrir aux chercheurs. Donc, c'est dans le but de définir notre future offre de service. Donc, c'est sûr que si tous les chercheurs répondent oui, moi, je sais comment documenter mes données, elles sont parfaitement, elles sont bien documentées, tout le monde va pouvoir reproduire mes recherches, mais que quand vient le temps qu'un autre chercheur prend ces données-là dans les faits et qu'il veut les utiliser, bien, c'est peut-être là qu'on va voir un... Ça va être difficile. Oui. Mais... Le clash va être là. Ouais. Mais comme je vous dis, c'est rien de scientifique, c'est vraiment pour nous aider, nous, les bibliothécaires et les différents services à l'université. On va juste en discuter. Oui, bien... Oui. Donc, on va avoir ces données-là pour l'Université Laval quelque part là, dans l'été. Et évidemment, les résultats vont vous être transmis. Oui? Au niveau de la reproductibilité, c'est un critère pour certains types de recherche. Mais c'est pour la recherche qui n'est pas dans le secteur, dans les sciences, comme les sciences de la santé ou les sciences de génie, mais où est-ce qu'on valorise plus l'exemplarité, plutôt que la généralisation? Est-ce qu'il va y avoir des critères pour établir? Bien, en fait, tous ces critères-là vont se retrouver dans la politique, puis il faut faire attention parce que c'est juste une politique. Donc, c'est pas une loi. Ça ne va pas être une loi de déposer nos données. Ça va être une politique. Et cette politique-là
dans le fond, c'est pour avoir les meilleures pratiques pratiques en recherche possibles. Et évidemment, c'est pas tous les projets de recherche qui sont reproductibles. Il y a des projets, il y a des études longitudinales sur 10 ans. Bien, c'est évident qu'on ne va pas essayer de reproduire ces études-là. Mais dans certains domaines, la reproductibilité, en fait, je pense peut-être, mettons, en chimie, physique, des trucs comme ça, où on dit on a fait une découverte ou on a prouvé quelque chose, OK, oui, mais c'est sûr qu'il y a des domaines là, où ça doit être reproductible. Là. Comment les partageront-ils? En fait, c'est comment les partagent-ils et comment les partageront-ils? Les deux sont dans la même question. Donc, il y a plusieurs personnes qui le font à la demande. Donc, lorsque l'article est publié, le chercheur reçoit un courriel, est-ce qu'on pourrait avoir vos données, blabla. Apparemment que la plupart des chercheurs acceptent. C'est ce qui est bien. Matériel complémentaire chez l'éditeur, ce que ça veut dire, c'est que de plus en plus d'éditeurs exigent d'avoir les données lorsqu'ils envoient leur article pour que les personnes qui révisent leur article puissent s'assurer que ce n'est pas un article qui est fondé sur des données totalement bidons ou qu'on a inventé de toutes pièces. Ne les partageront pas. C'est là qu'on aime moins ça, là, parce qu'on est quand même actuel, on est quand même à 23%. Donc, il y a quand même le quart des chercheurs qui ne partagent pas leurs données en ce moment. Et ensuite, on a en ligne, mais avec un accès restreint, dans des dépôts disciplinaires, dépôts institutionnels et sites web. Donc, quand on va recevoir, nous, le résultat des sondages que vous allez effectuer, c'est quelque chose qu'on va prendre en ligne de compte pour nos services. Oui? Question naïve et candide. Êtes-vous en lien avec les comités d'éthique à la recherche dans les institutions de santé? Oui. Oui? Oui. Ils sont au courant de tout ça? Oui. En fait... On sent pas ça quand on passe devant eux. Oui. En fait, je vous ai présenté tantôt les membres et il y a Mme Édith Delury qui est sur le comité. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des gros yeux là, quand on parle de la politique et du partage des données, parce qu'on sait que ça va prendre énormément de temps, énormément d'argent pour partager les données, parce que si on parle juste de données, quand on parle des données en santé, il faut les anonymiser, ces données-là, pour pouvoir les déposer. Et ça va prendre de l'espace de stockage, puis c'est pas gratuit. Donc, c'est tout il faut tout changer l'environnement de la recherche. Il faut changer plein de façons de faire. Mais oui, on est en contact avec les gens en santé. Et vous travaillez où? Je suis dans 2 centres de recherche. OK. Oui. Bien, on a M. Després avec nous qui est pour le groupe Pulsar et donc qui est sur notre comité institutionnel. Donc, je pense que La distinction entre données partagées et partageables, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle doit être partageable, elle doit être facile de partager. C'est pas un barre-ouvert. Oui, tout à fait. Oui. Je ne veux pas faire dérailler votre présentation, mais c'est quand même un sujet, moi, qui me préoccupe particulièrement parce que aussi c'est une question de publication. Des revues exigent qu'on dépose nos données dans un dépôt disciplinaire. Et là, on est face à des études qui durent depuis 20-30 ans, des consentements qui ont été donnés il y a 20-30 ans. Et là, on demande à notre comité d'éthique,
est-ce qu'on peut déposer les données? Puis, ben, ils ont dit, ils n'ont pas voulu se mouiller, mais ils disent, on attend justement les politiques institutionnelles, les politiques des conseils, pour voir si on peut réinterpréter les consentements. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ce n'était pas possible d'envisager ce partage-là. On ne pouvait pas le mettre dans le ben, on ne savait même pas que ça allait se faire. Et donc, là, est-ce qu'aujourd'hui, le standard, est-ce qu'on devrait appliquer que finalement, c'est le standard scientifique, enfin bref, est-ce qu'on peut réinterpréter les consentements? Là, le comité d'éthique lui-même ne veut pas se... Moi, je suis au centre cerveau, donc le comité du CIUS, du CIUS, mais bon, d'autres comités auraient sans doute un peu la même réaction. Ils attendent que ça vienne de plus haut. Et donc, ça va être intéressant de voir ce qui sort de votre politique et de celle des... En fait, ce qui va déterminer tout, c'est la politique des 3 conseils. Là. Tout le monde est en attente. Nous, on n'a même pas commencé à rédiger notre politique institutionnelle. Je veux dire, il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent au bout de la ligne, là. Exactement. Mais comme le dit Philippe tantôt, pour le moment, il y a 2 choses. Nous, comme à la bibliothèque, on va accompagner le chercheur pour trouver un dépôt, etc., etc. Mais la bibliothèque ne décide pas du contenu de ce qui est déposé. Là. C'est le chercheur. Mais la politique de l'Université Laval. Mais la politique de l'Université Laval va probablement... C'est comme le libre accès va encourager, etc., etc. Mais le but de l'histoire, c'est que les données soient repérables. Sont pas nécessairement... sont pas ouvertes de facto, là. Donc, quelqu'un d'un autre pays peut les repérer, mais s'il veut y avoir accès, il faut qu'il prenne le téléphone et qu'il appelle le chercheur. Puis là, probablement qu'il y a des ententes. Le but derrière tout ça, moi, je pense, c'est favoriser une espèce de synergie accrue dans le partage des données, puis dans la réutilisation des données, considérant ce que ça coûte, là, produire des données, surtout en sciences santé. Mais l'autre aspect de ça aussi, on focus, puis ça, je l'ai remarqué parce qu'on est sur 50 000 comités, on focus beaucoup sur les données, mettons, en sciences médicales, l'anonymisation et tout ça, mais ça représente à peu près 30% des données. On a 70% de données qui ne fait pas face à tout ça, qui fait peut-être face à des bons partenariats avec le privé, c'est plus en génie, c'est plus mais il y a 70% de données qui honnêtement, est partageable, là, puis il n'y a pas de problème de confidentialité qui est insurmontable, etc. Donc, il faut faire attention aussi. Oui, les données dans le médical sont très sensibles, personne ne le nie, tout le monde met de l'énergie là-dessus, mais c'est quand même une proportion qui est pas de la proportion majeure. Je pense qu'en bout de ligne, le fédéral, lui, ce qu'ils veulent, c'est maximiser l'investissement, point à la ligne. Dans l'opérationnel, c'est nous autres qui prient ça, là. Puis moi, honnêtement, avec l'expérience que j'ai avec eux autres, puis peut-être que, est-ce que je sais pas si les gens du secteur est là, mais souvent les politiques des 3 conseils, c'est pas clair, là, puis ils font rien pour clarifier les situations, là. On l'a vu très clairement en 2014 pour le libre accès, là. Ils ont 0 initiative, là. Ils n'ont même pas voulu négocier avec les grands éditeurs parce qu'on est membre du CRKM, qui est il négocie avec les universités canadiennes, là. Écoute, on investit 150 millions par année, on a dit au Conseil de la recherche, dès que nous autres, on va aller rencontrer Wiley, ils n'ont jamais voulu. Donc, fait que c'est ça. Fait que, il faut se préparer, mais on ne sait pas encore à quoi on se prépare, là. Oui. Je vais parler non personne, en mon nom personnel, mais quelqu'un qui a une allégeance vis-à-vis des comités d'éthique, on va le dire comme ça. Pour vous partager que l'inconfort que vous nommez, les gens qui siègent sur les comités d'éthique le ressentent énormément, tellement qu'ils se sont donné un rendez-vous sur une base informelle, c'est vraiment spontané, plein de présidents de comités d'éthique du Québec et leurs membres qui se réunissent pour discuter de ces questions-là. Tu sais, on a un cadre qui, dans le moment, est compliqué à adapter aux nouvelles réalités de la recherche. Puis comment on peut, tout en respectant l'esprit et les préoccupations qui sont derrière, faire en sorte qu'il est encore pertinent aujourd'hui, mais avec des enjeux qui sont différents. Alors, puis c'est long de faire changer de mentalité. Il y a aussi des lois derrière ça. Mais actuellement, les comités d'éthique sont très proactifs pour faire avancer, être en mode solution pour faire avancer des choses. Mais évidemment, on compose dans un environnement où il y a des balises assez rigides, puis qu'on essaie d'étirer. Oui. Est-ce que j'ai bien compris tantôt quand tu dis que les
les conseils, oui, mettons, les trois conseils, oui. Les 3 conseils, et allait exiger le dépôt des données quand c'est possible. Oui, et bien en fait, ils vont exiger. La politique du libre accès qui nous a été présentée ce matin, vous avez vu, il n'y a pas de mécanisme de vérification. OK? Encore. Encore. Oui, mais ça du coup. Donc, des mécanismes de vérification de dépôt des données, alors que ce n'est pas réglé pour les publications. On ne s'attend vraiment pas à ce que ce soit dans les mois qui vont suivre la sortie de la politique. C'est sûr que je pense que ce que le gouvernement essaie de faire avec sa politique, étant donné qu'il nous exige une stratégie institutionnelle, c'est qu'il veut nous déléguer la responsabilité de s'assurer que les données sont déposées. Maintenant, pour que nous, on puisse s'assurer de ça, ça prend des moyens. Et pour l'instant, ben, les moyens, ben, ça coûte de l'argent et c'est pas prévu, là, c'est pas prévu dans leur politique qu'ils vont injecter de l'argent. Ouais. Dans le fond, s'ils délèguent à l'université, ça voudrait dire que quand le chercheur vient déposer finalement sa demande de subvention pour que ça passe par l'université pourrait dire non, t'as pas... Tout ça, c'est pas clair. On ne sait même pas qui va réviser les plans de gestion des données de la recherche. Oui. En fait, les demandes de subvention passent par le vice-rectorat. Donc, le plan de gestion des données va aussi passer par là, mais est-ce qu'ils vont vraiment le réviser ou vont s'assurer que le plan de gestion de données accompagne la demande de subvention? Est-ce qu'il faut que le comité d'éthique passe dessus? Ils vont virer fou. Je me demandais, ça c'est oui. fédéral, mais est-ce qu'au niveau du provincial, c'est... Ça va suivre. Ça va suivre. Des échos actuellement ou non? Ben, ça fait comme le libre accès, ils sont à 2 ans derrière. Ouais. Mais c'est sûr que ça va suivre. Oui. Bien, au provincial, c'est aussi parce qu'on a des lois qui sont différentes au Québec et au reste du Canada. Oui. Entre autres, au niveau de la protection de la vie privée. Fait qu'il y a comme un recadrage à faire en fonction de tout ça. Là. Mais c'est sûr que les organismes subventionnaires provinciaux vont en arriver là, eux aussi. Oui. Je peux vous en montrer un après. Donc, pourquoi ne pas les partager? Donc, pourquoi les chercheurs refusent de partager leurs données? Ben, c'est très variable, mais c'est quand même c'est des réponses qui se valent quand même parce que souvent le chercheur veut publier avant. Donc, évidemment, on veut pas se faire scooper. Il y a des questions de propriété intellectuelle, de confidentialité, d'éthique. Il y a des obligations contractuelles, on en parlait tout à l'heure. Si on a signé un contrat avec un organisme privé, évidemment, on doit respecter nos ententes contractuelles. Il y a des demandes de brevets et, bon, des raisons là, qui sont plus obscures, là, sécurité publique. Donc, c'est un peu la même question. Pourquoi on veut... Ici, en fait, c'est les contraintes au partage et ici, c'est pourquoi on refuse de partager. Donc, parce qu'on veut encore en tirer profit, parce que les données sont incomplètes. Puis là, ben, ça se recoupe. Il y a des questions légales, des questions de confidentialité. Il y a beaucoup de chercheurs qui mentionnent ça. Cette raison-là, c'est que les données pourraient être utilisées sans citation appropriée. Ça, c'est vraiment un commentaire qui revient souvent, que le chercheur n'aura pas le crédit pour la réutilisation des données. Donc, c'est sûr que quand on va sur une plateforme comme Dataverse, quand on veut télécharger un jeu de données, il y a toujours une proposition qui est faite pour comment on devrait citer les données. Mais là, est-ce que la personne va nous citer, va bien nous citer? Bien ça, on peut pas le prévoir d'avance.
Oui. Là-dessus, les DOI qui sont émis pour les articles scientifiques, c'est la même chose. Les DOI vont être émis pour les jeux de données aussi. Donc, on peut citer des jeux de données avec à travers un identifiant unique. Tout à fait. Donc, Dataverse attribue un DOI à chaque jeu de données qu'on dépose. Donc, c'est quand même assez facile de citer, mais comme je disais, c'est la bonne volonté, là, c'est à la bonne volonté des chercheurs de citer les données qu'il a utilisées. Les propriétaires ne sont pas les propriétaires des données. Là, oui. Celui qui les a créés n'est pas averti que son jeu de données est utilisé comme tel. La plupart des dépôts de données ont des... comment ça s'appelle? Ont des mécanismes qui indiquent le nombre de fois que le jeu de données a été téléchargé. Et dans certains cas, la personne qui va faire le transfert du jeu de données doit s'identifier. Donc, il y a des mécanismes qui sont en place, mais il y a quand même des dépôts de données où c'est complètement libre. Mais Dataverse permet de faire le décompte du nombre de fois que le jeu de données a été téléchargé. On peut aller évaluer la popularité d'un jeu de données de cette façon-là. Donc, les avantages qu'on trouve au partage, en premier lieu, c'est la recherche en collaboration. Donc, c'est quand même bien que les chercheurs veulent collaborer ensemble. Et c'est bien aussi avancement du domaine de recherche. Donc, c'est ce que le gouvernement énonce dans sa politique, c'est qu'on veut faire avancer la recherche plus rapidement et on veut arrêter de donner de l'argent pour plusieurs projets de recherche qui, au bout du compte, vont donner des données dans le fond, pour les mêmes raisons. Là. Donc, il y a plusieurs avantages qui ont été nommés. Obtention de financement, ça, on pense que ça va augmenter beaucoup parce que pour obtenir le financement, si on doit partager nos données, on s'attend à ce que ça soit en augmentation. Oui. Donc, si on lit entre les lignes, là, il va y avoir de nouvelles métriques pour évaluer les chercheurs qui vont s'appuyer le taux de publication de données. On pourrait s'attendre à ce genre de métriques-là dans l'avenir, oui. Je ne suis pas une spécialiste en bibliométrie, mais je pense que le domaine ce domaine-là va s'emparer de ça. Tu as dit tout à l'heure, quelqu'un pour évaluer quel jeu de données est le plus populaire. Oui. Oui. Ça peut être quel chercheur? Oui, indirectement, effectivement. Est-ce que les chercheurs, en ce moment, sont capables de rédiger un plan de gestion de données? Donc, à 47 %, ils ont répondu qu'ils ont besoin d'un guide ou qu'ils ont besoin d'aide. On a juste un 18 % que c'est oui sans aide, puis ça, c'est super dans le fond parce que on va être là pour, les bibliothécaires vont être là pour aider les chercheurs, ils vont recevoir des formations, parce que ce 35 %-là, qui dit oui, mais je voudrais avoir de l'aide quand même. Donc, cette aide-là, elle va être disponible, soyez sans crainte. Et on a répertorié les services que les chercheurs aimeraient avoir. Donc, ça va des ateliers en GDR pour les étudiants, des infos sur les exigences des subventionnaires, de l'aide pour le plan de gestion de données, des ateliers GDR, de l'aide pour sauvegarder les données, pour utiliser le dépôt institutionnel. Donc, suite à notre sondage, c'est des chiffres qu'on va évidemment bien regarder et bien analyser pour vous offrir des services qui vont être vraiment adaptés à vos besoins. En conclusion, on attend la politique. Comme M. Bilodeau l'a mentionné, pas de politique, on a seulement l'ébauche. C'est difficile de prévoir là, ce qui vont sortir là, dans la politique officielle.
De notre côté, les bibliothèques, on est en train de créer des gabarits UL pour les plans de gestion de données. On est en train de configurer le dépôt de données dans Dataverse. On va faire beaucoup de sensibilisation auprès des chercheurs pour la politique qui s'en vient. Et le sondage va être un premier pas dans ce sens-là. Il va y avoir des formations sur les dépôts de données de recherche et sur les plans de gestion de données qui vont être offertes. Et si vous avez des questions, des commentaires, ben, c'est la période de questions. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire. On a une adresse générique, gdr@bibl.ulaval.ca.